Il y a des jours comme ça où tu es en colère, où il y a rien qui marche, où les solutions qu'on t'a données, elles te font plus tourner en rond qu'avancer. Et à ce moment-là, tu as envie de tout casser. Tu as grandi à l'école de la vie. Et c'est l'école la plus difficile, celle qui te laisse pas le temps de réviser, celle qui ne prend pas la peine de t'expliquer ce qui se passe. Toi, t'étais qu'un gamin, qu'une gamine, et un jour, on t'a présenté la mort. On t'a dit, bah voilà, ça c'est la mort, tu vas grandir avec elle. Et elle t'a dit, c'est moi, je prends la place de ton père, de ta mère, peut-être même des deux. Et allez, viens, on va devenir de bons amis. Mais toi, t'as pas du tout envie qu'elle devienne ton amie. Toi, tu voudrais juste gueuler, en fait. Tu voudrais juste hurler ton désespoir. Tu voudrais crier à l'injustice. Est-ce que tu crois qu'on va te laisser là, tout seul dans ton coin, à te morfondre, à bouillir de colère, à en vouloir à la terre entière? Non, on va t'emmener avec nous. On ira gravir des montagnes. On ira crier au-dessus des sommets. On dévalera les pentes en courant. On plongera dans des rivières. Allez, viens. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut, alors merci de revenir encore dans ce podcast pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais te partager pour moi ce qui est la plus grosse difficulté que rencontrent les orphelins et qui fait qu'ils ont autant de difficultés pour avoir confiance en eux, pour pouvoir se faire comprendre aussi par leurs proches, ce qui explique qu'ils ont aussi parfois des difficultés à trouver l'amour ou à vivre une vie de couple stable. Moi, j'ai longtemps rencontré cette difficulté, mais en fait, j'en avais pas conscience et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que beaucoup de mes problèmes venaient de là. En fait, il y a quelques années, alors que je partageais avec mon grand frère, qui est mon aîné de 2 ans, je partageais avec lui mes recherches et mes lectures sur le développement personnel, des conférences et des méditations que j'avais vues. Je lui avais envoyé une vidéo et cette vidéo a fait un déclic chez lui en fait. Et il m'a dit au téléphone, tout le monde va me dire que je raconte n'importe quoi, peut-être que je suis fou même, mais la mort de notre mère, en fait, c'est un miracle. Et quand il m'a dit ça, en fait, presque avec de la joie, avec beaucoup de joie, presque en riant, j'ai vu qu'il avait compris quelque chose de très important. Et tout de suite, je voudrais mettre une petite précision sur ce que j'entends par le mot miracle, parce que c'est un mot qui est très connoté religieusement, qui est très connoté aussi spirituellement, quand il n'est pas associé à des croyances un peu plus sectaires. Et pour moi, un miracle, c'est pas la démonstration d'un pouvoir magique. C'est pas comme Jésus qui marche sous l'eau, quelque chose une démonstration extérieure d'un pouvoir magique en fait. Pour moi, un miracle, c'est un événement pour lequel t'as pas de raison rationnelle pour l'expliquer. T'as pas quelque chose de logique qui pourrait l'expliquer et qui pourrait te faire te dire c'est quelque chose de bénéfique pour toi. Mais c'est un événement pour lequel ta croyance ou ton regard sur l'événement te fait comprendre que ce qui t'arrive, ça t'arrive pour être comme le meilleur des cadeaux. Et en clair, en quelques mots, ce que mon frère venait de me dire et ce qu'il s'autorisait à croire, c'est que cet événement tragique, donc la mort de notre mère, qui nous a causé autant de souffrance, à nous, à notre famille, et pour lequel tout le monde pense et dit que c'est la plus grande fatalité, peut-être que cet événement, en fait, c'est le plus grand des cadeaux qui nous a été donné. Et en fait, c'est de ce renversement de perception que je voudrais te parler. Et surtout de ce qu'on entend quand on parle d'un orphelin,
du diagnostic qu'on pose sur toi le jour où tu deviens orphelin, et qui pour moi, ce diagnostic, c'est ce qui crée le plus de douleur, le plus de difficultés, plus encore que le fait même de perdre un parent. Je suis pas en train de dire que c'est facile d'être un orphelin. Je suis pas en train de dire que oui, c'est un miracle si tu comprends ce qui t'arrive. C'est pas une compréhension rationnelle en fait, c'est une compréhension émotionnelle avec le recul de dire mais regarde tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis devenu orphelin. Et tout ça, ça me serait pas arrivé si j'étais pas devenu orphelin. Et peut-être j'ai pas d'explication rationnelle à cet événement, mais en fait, c'est quelque chose qui fait ma vie et ça fait partie de mon identité. C'est pas quelque chose dont j'ai à me cacher et c'est quelque chose duquel je peux être fier et je suis pas obligé de croire non plus toutes les histoires que me raconte la culture, les médias sur ce que c'est qu'un orphelin. Et parce que quand on regarde comment c'est traité dans les médias, dans les films ou dans l'imaginaire collectif, en fait, souvent quand on cherche à prendre soin des orphelins, en fait, on les accable. Parce que quand on parle des orphelins, et même que ça soit dans des études de psychologie, on va toujours parler des côtés négatifs, entre guillemets. On va parler de la souffrance, on va parler des difficultés scolaires, on va parler des difficultés à grandir et tout ça. D'ailleurs, il y a l'expression la plus populaire dans laquelle on parle d'orphelin, c'est la veuve et l'orphelin. Et ça fait référence au code de la chevalerie. Donc en clair, ça veut dire que quand tu es orphelin, faut espérer d'avoir un chevalier qui vient te sauver parce que tout seul, toi, tu n'y arriveras pas. Donc le miracle, c'est d'être au milieu de tout ça et de se dire « Attends, mais moi, là, l'histoire qu'on est en train de me raconter, et l'histoire aussi que je me raconte sur moi, ok, elle m'a bien aidé parce que j'y ai trouvé du réconfort, j'y ai trouvé peut-être de la bienveillance. Mais est-ce que j'ai envie qu'elle me colle toute ma vie ? Est-ce que j'ai envie que toute ma vie, quand je parle de la mort, j'ai du mal à en parler parce que les gens vont avoir pitié de moi, ils vont me dire « Ah, mais c'est compliqué. » Mais en fait, moi, j'en ai rien à faire de la pitié. Moi, c'est mon histoire et il n'y a pas de jugement à poser sur cette histoire. Quand je parle vraiment de diagnostic, je parle vraiment de tout ce qui vient avec ce diagnostic, en fait. Et je parle vraiment d'un diagnostic comme quelque chose de scientifique, qui vient de l'approche scientifique, qui consiste à isoler un objet et faire de cet objet un objet d'étude. Et à partir de cet objet d'étude, on va en déduire des modèles, on va mettre des statistiques dessus. Et donc à partir du moment où on fait du vécu d'orphelin un modèle scientifique, dans lequel on dit mais oui, donc on s'attend, on va avoir telle douleur, on condamne les orphelins à n'être que ce modèle. Et surtout, on oublie, parce que les psychologues s'occupent surtout de personnes qui vont mal, de personnes qui viennent les consulter. On oublie en fait toutes les personnes inspirantes qui vont bien ou qui, ont vécu des douleurs, des souffrances, des traumatismes, mais qui sont relevées et qui sont des exemples. Et donc quand on parle d'orphelins, on oublie tous ces orphelins qui, déjà, en soi, la parole des orphelins, elle n'existe pas beaucoup dans les médias parce que les statistiques sont très dures à obtenir parce que effectivement, c'est pas un sujet qu'on aborde de soi-même. Mais en plus de ça, les orphelins qui, entre guillemets, réussissent, ou en tout cas qui parviennent à se relever et donner un sens à tout ça, on les entend pas forcément beaucoup non plus. Et puis c'est pas forcément ce qui fait parler dans les médias les gens qui racontent des belles histoires qui se finissent bien. On préfère
des histoires vraiment tragiques où on peut mettre des violons derrière. En fait, quand je parle de diagnostic, je parle aussi vraiment de tout ce qui fait ton identité en tant qu'orphelin. Et comment cette identité, tu vas la construire sur les histoires qu'on raconte sur toi, sur tout ce que tu entends sur toi, et sur comment aussi, toi, tu t'accroches à ces histoires. Et donc, en fait, quand on fait un diagnostic sur toi, on crée ton identité d'orphelin. Et cette identité d'orphelin, quand tu regardes effectivement comment elle est faite dans les médias, si tu rencontres une personne et que tu lui dis, tu commences par lui dire je suis orphelin et est-ce que tu veux faire un couple avec moi, la personne en face va peut-être avoir peur parce que elle se dit waouh, ok, mais enfin c'est un truc énorme. Et quand je parlais dans l'épisode d'avant que effectivement, si tu sors à quelqu'un que tu as perdu ta mère et que quand tu vis une rupture, tu as l'impression de reperdre ta mère, effectivement, c'est une histoire qui est très lourde et que les personnes ne sont pas forcément prêtes à entendre. Et donc, c'est toute cette identité-là, en fait, d'orphelin, qui vient après parasiter ta vie de couple, qui vient parasiter tes relations. Et en fait, c'est simple à dire, mais en fait, il suffirait d'un petit switch, d'un petit changement de ta perception, d'un petit changement de ce qui fait ton identité, et de voir qu'il y a des orphelins qui ont une vie inspirante, pour que tout à coup, d'un point de vue de ton identité, tu puisses te dire ton identité change. Et à partir du moment où ton identité change, ce qui se passe autour de toi et la confiance que tu as en toi change aussi. Donc j'emploie volontairement le mot orphelin, malgré toutes les connotations qu'il a, parce que pour moi, je pense que c'est comme un étendard et que ça fait vraiment partie de notre identité. Ce mot, il décrit précisément ce qu'on a vécu comme orphelin. Mais surtout, je voudrais que ce mot, en fait, on lui colle pas que l'image triste, nostalgique et la pitié qui l'inspire, en fait. Je voudrais que ce mot, en fait, et c'est pour ça que je le colle avec le mot résilient, il puisse être connoté d'espoir, d'inspiration, parce qu'un orphelin, ça a aussi beaucoup de choses à offrir au monde pour moi. Voilà, pour moi, c'est vraiment la plus grosse difficulté, et le jour où j'ai compris que juste toute l'histoire qu'on me racontait, mes proches, mais encore une fois, j'en veux à personne, c'est la culture dans laquelle on baigne. Toute cette histoire semblait te dire tu vas jamais y arriver, ce que tu as vécu c'est une fatalité, personne ne peut la comprendre, personne ne peut la gérer parce qu'aucun adulte déjà n'est forcément armé pour comprendre ce qui se passe dans un deuil. Donc en tout cas c'est sûr, oui, ce que tu as vécu c'est quelque chose qui provoque de la douleur, oui c'est quelque chose qui est tragique, mais c'est pas une fatalité en fait. Et encore une fois, ça peut paraître choquant pour certaines personnes d'entendre ça, mais je pense que c'est important de dire ça aussi à des personnes qui ont vécu des souffrances, qu'il y a des exemples inspirants de personnes qui sont passées par les mêmes souffrances et qui ont réussi à les transformer. Ça ne veut pas dire que si pour toi c'est difficile, ça ne veut pas dire que tu es moins bien qu'eux, ça veut juste dire que ton chemin il est un peu plus long et que tu as des choses à comprendre, tu as des choses sur lesquelles travailler. Et encore une fois, la douleur, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui aussi te rend vivant en fait. Voilà, en tout cas, c'est pour ça que ce groupe Facebook que j'ai créé et ce podcast existent. C'est aussi pour montrer qu'un orphelin, ça peut être quelqu'un d'ambitieux, d'inspirant, que c'est pas incompatible d'être ambitieux et inspirant et aussi de pleurer ou d'avoir des moments de tristesse. Voilà, si ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a appris quelque chose ou en tout cas te fait résonner quelque chose en toi, je t'invite à venir le commenter sur le groupe Facebook, à venir nous en parler.
Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de ce sujet qui est la résilience. Et on parlera aussi d'un art japonais qui s'appelle le kintsugi, qui symbolise beaucoup cette résilience.